Donc ensemble, eh bien, nous allons voir aujourd'hui les conditions donc, de la réussite de l'apprentissage donc, du vocabulaire à l'école maternelle. Bon, enseigner le vocabulaire pour conduire chaque enfant à avoir un vocabulaire riche est le défi que nous devons relever à l'école maternelle si on veut que les enfants soient capables de parler le monde, c'est-à-dire de le nommer, de le décrire, également d'exprimer leurs pensées, mais aussi, et peut-être surtout, faire en sorte que les enfants comprennent ce qu'ils lisent et qu'ils deviennent de bons lecteurs. Donc les recherches aujourd'hui, et notamment celle de Maryse Bianco, confirment que le niveau de vocabulaire à 5 ans prédit la compréhension en lecture à 8 ans et indépendamment du niveau d'études des parents. Donc, en deux mots, c'est-à-dire qu'en effet, si le décodeur expert peut ne pas accéder à la compréhension de ce qu'il lit s'il ne possède pas dans son répertoire lexical, en fait, les mots qu'il décode. Vous le savez, les évaluations CP et CE1 concernant la compréhension de mots entendus est particulièrement pas bien réussie, en tout cas pas réussie à la hauteur de ce que l'on souhaiterait. Et aujourd'hui, malgré l'attention qui est portée à l'école maternelle sur le développement de la langue orale, il en demeure que conduire chaque enfant à disposer à l'entrée au cours préparatoire d'un vocabulaire riche, eh bien, reste un défi pour l'école maternelle. Donc le développement du vocabulaire à l'école maternelle doit devenir une préoccupation de tout enseignant de l'école maternelle. Alors ce défi, il est d'autant plus important que lorsque, à 4 ans, un enfant issu d'une famille défavorisée, on sait, a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant de famille aisée, vous voyez que là, dans ce cas-là, c'est l'école particulièrement qui va être pourvoyeuse principale de mots. Donc la démarche d'enseignement, moi, que je vais développer, tient compte des connaissances dont on dispose aujourd'hui sur la mémorisation et le stockage des mots dans notre cerveau. Et ce sera donc le premier point que je développerai, c'est-à-dire finalement les fondements scientifiques qui nous conduisent aujourd'hui à la démarche que je développerai ensuite. Puis, j'aborderai les conditions concrètes d'un apprentissage réussi du lexique, puisque la rencontre des mots au fil de la classe, nous le savons aujourd'hui, ne suffit pas. Il faut mettre en place un enseignement structuré du vocabulaire, explicite, évolutif, si on veut permettre à tous les enfants de l'école maternelle, pas seulement de connaître même des mots, de les nommer, car cela ne suffit pas, mais bien de réussir ensuite à les employer en contexte. Donc c'est également pour ça qu'une progression est à penser tout au long de l'école maternelle et bien évidemment, on pourrait dire tout au long des cycles. Donc, avant de terminer avec quelques exemples concrets de pratique, je développerai vraiment la démarche d'enseignement. Alors, qu'on peut d'ailleurs résumer en plusieurs verbes qui seraient découvrir, acquérir, mémoriser, structurer, réemployer. Alors, bien sûr, des outils pour l'enseignant existent. Celui qui est pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Un qui est publié sur Eduscol. Un autre qui a été publié en novembre 2011, mais qui est toujours d'actualité également, que l'on peut retrouver sur le vocabulaire et son enseignement. Et puis, et bien évidemment, je voudrais remercier publiquement, puisque
la conférence s'appuie également sur les travaux de Micheline Cellier, qui est donc maître de conférence, et puis de Viviane Bouis, inspectrice générale de l'éducation nationale. Alors, du coup, comment mémorise-t-on les mots? Bien d'abord, nous sommes exposés aux mots, c'est-à-dire que nous réceptionnons les mots que nous entendons et on sait qu'il faut une répétition de 7 à 10 fois pour qu'un mot soit mémorisé. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant y soit en capacité de dire et donc ces mots et de les répéter, car le stockage des mots va être stabilisé si le mot est réactivé, et souvent. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, le stockage ne se fera pas d'une bonne manière, et c'est le problème de la récupération en mémoire, lorsque nous-mêmes d'ailleurs, on a un peu oublié quelque chose. Donc, la réactivation est extrêmement importante. Donc, la mémorisation des mots est donc facilitée par la fréquence des mots utilisés. Ensuite, comment est stocké ces mots dans notre mémoire? Les mots sont rangés en réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui ne l'est pas. Un mot n'est jamais isolé. Donc le stockage ne se fait pas en liste. Le stockage se fait exactement de la même manière que nous, adultes, ici, lorsque l'on apprend des nouveaux mots. Il se fait en réseau, c'est comme une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'un mot est relié à plein d'autres mots par des connexions. Donc, je vais d'abord commencer par des connexions phonologiques, c'est-à-dire des relations sonores. Des connexions sémantiques, qui sont des relations de sens. Et des connexions morphologiques, moins connues d'ailleurs souvent, on en parle moins, qui sont là des relations de forme. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un morphème? Le morphème, c'est la plus petite unité qui a du sens. Je reviendrai après en donnant bien évidemment des exemples. Et tout de suite même, d'ailleurs, dans un mot comme, par exemple, où vous allez entendre roule, donc roule, roulette, roulade, dérouler, enrouler, eh bien, tous ces mots sont rangés, en fait, dans la même aire. C'est, en fait, grâce à ces réseaux, donc un peu comme si on avait des nœuds sémantiques, que quand on sollicite, en fait, un mot, eh bien, on réactive les autres mots. D'ailleurs, quand vous cherchez un mot dans votre mémoire, eh bien, vous l'attrapez par un bout, et quand vous voyez, en fait, que ça ne marche pas, eh bien, vous allez essayer par un autre bout. Et c'est vrai qu'il y a comme ça plusieurs entrées, puisque l'on a stocké, en fait, les mots dans différentes aires. Je prends un exemple, c'est-à-dire qu'à un moment, on recherche voilà, un mot pour un nom d'auteur, on ne s'en souvient pas, et qu'est-ce que souvent on fait? Eh bien, on se dit, ah, c'est un mot qui se termine par. Et là, on essaye par, non pas l'entrée du sens, mais par l'entrée, en fait, phonologique. Il y a également une différence au moment de l'acquisition, on va dire, des mots abstraits. Donc, les mots abstraits, quels sont-ils? Les émotions, les sentiments, les mots comme tout à l'heure, les adverbes, etc. Et les mots concrets, comme chaise, par exemple. Dans notre cerveau, lorsqu'il s'agit de mots concrets, eh bien, les zones du langage actives sont à la fois celles du langage, mais également celles de la vision. Ça, c'est lorsqu'il s'agit
des mots concrets. Lorsqu'il s'agit de mots abstraits, seules les zones du langage s'activent. Donc c'est évidemment beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'un mot abstrait, car on ne peut pas le montrer. Car si on peut montrer évidemment des chaises, ce n'est pas la même chose comme des mots comme réfléchir, ou par exemple des mots qui expriment des émotions ou des sentiments. Cependant, concernant les mots concrets, il ne s'agit pas seulement non plus que l'enfant nomme la chaise, mais bien qu'il comprenne le concept de chaise. C'est-à-dire que cela ne renvoie pas à un objet en particulier, mais qu'il comprenne que quelle que soit la diversité des formes et des couleurs, et même le matériau, le design, et bien que tout ça, ce sont des sièges. Et enfin, je dirais que, bien évidemment, on retient ce qui a du sens. C'est pour la raison pour laquelle, notamment, dans le cadre de le travail sur la compréhension en lecture, en amont, on développe le vocabulaire qui va permettre d'accéder, en fait, à la compréhension de cette lecture. Donc, je vais dire très simplement, peut-être pour résumer, on retient ce que l'on répète, mais pas à travers des répétitions sans contexte, mais bien on répète dans des phrases, on répète dans des contextes variés. Et on retient des informations quand on les relie à d'autres déjà connus. Et cela est très important, c'est pour ça que l'on dit, quand on apprend un mot, on en apprend 10. Alors, avant d'entrer dans la démarche d'enseignement, il me semble important quand même de rappeler les caractéristiques du développement du lexique chez le jeune enfant. Alors, il se passe quelque chose de très particulier entre 24 et 30 mois, c'est ce que l'on appelle l'explosion lexicale. Alors, l'explosion lexicale, pourquoi entre 24 et 30 mois? Parce que c'est plus particulièrement d'ailleurs au moment même où l'enfant dispose, en fait, autour de 150 mots, qu'il y a une brusque accélération lexicale. À ce moment-là, d'ailleurs, les enfants peuvent apprendre de 5 à 10 mots par jour. C'est-à-dire cela correspond au moment où les enfants commencent à produire des pseudo-phrases. Vous voyez, comme voiture, papa. Et à ce moment-là, il y a les verbes qui arrivent, puis les adjectifs, tout en sachant que la poussée de ce vocabulaire va s'articuler avec la syntaxe. Donc, ce sont d'abord les noms qui apparaissent. Je reviens parce que le nom, c'est une entité facile à cerner, on est d'accord, alors que le verbe, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il y a l'extension des mots, l'extension des verbes, et ensuite l'extension des adjectifs, et enfin, l'extension des mots grammaticaux. Et ce qui nous intéresse particulièrement, nous, à l'école maternelle, c'est qu'à partir de 2 ans, il y a une inversion totale des fréquences. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les mots grammaticaux qui apparaissent, ensuite les adjectifs et ensuite les verbes. Alors, quand on parle de mots grammaticaux, il ne faut pas négliger les prépositions, les conjonctions, les adverbes, les connecteurs. Et c'est la syntaxe qui va relier le vocabulaire. Donc, le vocabulaire va se développer lorsque la syntaxe sera là et grâce à la syntaxe. Il ne faut pas négliger non plus la quantité de mots qui est génératrice de progrès. Car
quand on a un stock déjà lexical important, eh bien, celui-ci, en fait, va augmenter. C'est comme une spirale. C'est-à-dire que les mots s'agrègent aux mots, et plus vous avez de mots, eh bien, plus les mots peuvent se greffer sur les mots. Alors, en petite section, on vise entre 700 et 1000 mots. En fin de grande section, 2500. Alors, évidemment, on ne va pas s'amuser à les compter. Mais je vous le rappelle que dans bien des cas, c'est l'école qui va être la seule pourvoyeuse de ces mots. Et c'est l'école qui va donner, en fait, ce stock lexical aux enfants. Alors, la deuxième caractéristique, eh bien, c'est une très grande diversité interindividuelle. À 24 mois, on a 10% des enfants qui produisent autour de 500 mots, alors que d'autres déjà sont capables de produire 1500 mots. Alors cette différence, nous la connaissons tous, elle dépend de l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire des situations qu'il vit et qui peuvent lui donner un langage riche et nouveau. Elle dépend des interactions, évidemment, langagières avec lui et également, bien évidemment, de l'évolution personnelle de l'enfant pour qui la maturation linguistique peut se faire, évidemment, à un rythme différent. La troisième caractéristique est la différence entre la réception et la production, puisqu'il y a environ 6 mois entre le moment où l'enfant comprend le mot et où il est capable de le produire. Et cela va perdurer tout au long de la vie, c'est-à-dire entre le moment où on réceptionne un mot, où on le comprend, et le moment où on le produit, en raison bien évidemment de ce que j'ai dit précédemment, de la nécessité de l'avoir entendu et répété au minima, je l'ai dit, entre 5 et 10. Les enfants, donc, ont un vocabulaire qui est actif, moins important que le vocabulaire passif. Alors, le vocabulaire passif, il sert. Il sert à quoi? Il sert à comprendre des textes. Il sert à comprendre, en fait, voilà, la conférence à laquelle vous assistez. Mais ce sont des mots que on ne produit pas forcément. En résumé, avant d'entrer dans la démarche d'enseignement, les mots donc sont reliés dans notre mémoire entre eux. Pour les fixer, la répétition d'au moins 7 fois et la réactivation souvent est déterminante. Le vocabulaire comprend bien évidemment des noms, mais nous devons également travailler les verbes, les adjectifs, les mots grammaticaux. L'acquisition du vocabulaire est reliée à la syntaxe. J'insiste sur ce point, il n'y a pas d'acquisition de vocabulaire sans employer ce vocabulaire dans une syntaxe, c'est étroitement lié. Et leurs acquisitions, bien évidemment, dépendent de l'environnement, des rencontres avec les mots et des interactions avec l'enfant. Donc, à l'école, eh bien, il va falloir mettre un enseignement en place explicite avec des objectifs clairs. Car s'il est vrai que le bain de langage et tous les échanges prennent leur part dans l'acquisition de la langue, puisqu'il y a beaucoup de mots qui sont acquis de manière occasionnelle et incidente au cours des interactions, qu'elles soient familiales ou scolaires, mais en tant qu'enseignant, on se doit d'aménager des rencontres beaucoup plus efficaces avec les mots et prévoir des séquences pédagogiques qui sont organisées, qui sont pensées, avec, sur la fiche de préparation, la liste des mots qui seront travaillés et explicitement dans cette séquence. Et qui ensuite, nous allons y venir, et qui seront notés dans un outil récapitulatif pour les enfants.
Et donc, l'acquisition, d'ailleurs, à ces moments-là, pourra être évaluée. Il nous faut mettre en place un enseignement structuré, mais également un enseignement qui met en réseau les mots, ce qui correspond totalement à ce qu'est la langue. Puisque, je le rappelle, un mot n'est jamais isolé dans la langue. Il est relié à d'autres termes par des relations de sens et de forme. Et ce n'est pas du tout un amas vertigineux de mots qui sont ajoutés les uns aux autres avec des effets de liste de mots démesurés. Ce qui constitue la langue, et vraiment j'insiste, ce sont des réseaux, des associations de termes qui sont connectés les uns avec les autres. Alors, les programmes de 2015 eh bien, ont traité de manière très générale cette question du lexique, ce qui a amené à des éléments complémentaires compte tenu de l'enjeu et avec des recommandations pédagogiques de 2018 et des documents d'accompagnement, dont notamment l'ouvrage pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Aujourd'hui, vous pouvez également trouver sur le site EduScol, dans la rubrique « J'entre au CP », des séquences d'apprentissage prêtes à l'emploi. Il y en a 3 actuellement publiées, il y en aura d'autres. Pour les grandes sections, il y en a une sur la motricité, il y en a une sur les véhicules et il y en a une sur les vêtements, on va dire, puisque c'est plutôt écrit carnaval, mais on est bien sur le développement du lexique et aux vêtements. Donc, je reviens maintenant à cet enseignement programmé, structuré, évolutif, et donc je vais un peu détailler, évidemment, tout au long de l'école primaire, ce qu'il serait à privilégier. Alors, selon, je vais le dire, puisque c'est néanmoins l'organisation que nous avons dans notre école, peut-être selon les niveaux, mais bien évidemment, vous comprendrez que derrière, c'est selon, évidemment, les âges aussi. Alors, en petite section, en moyenne section et en grande section, on travaille le sens d'un mot en contexte. Et donc, les champs lexicaux. Alors, je vais prendre un exemple à chaque fois pour un petit peu illustrer. Exemple, je vais prendre plutôt là en petite section, c'est-à-dire la toilette de la poupée. D'accord? Et le champ lexical de la salle de bain. Chose donc, vous voyez, bien connue. En moyenne et grande section, on travaille le vocabulaire spécifique et les termes génériques. Alors, c'est pas, quand j'ai dit en petite, en moyenne et en grande section, donc en moyenne et en grande section, ça s'ajoute, hein, on est bien d'accord. Hein. Et je vais prendre l'exemple qui est, c'est pour montrer l'évolution, en moyenne section, eh bien, on va travailler le vocabulaire lié aux brosses. Donc, on a vu en petite section la toilette de la poupée, on a vu les mots de la salle de bain, et bien là, on va aller plus loin, c'est-à-dire à partir de la brosse à cheveux, la brosse à ongles, on va plus loin, c'est-à-dire on va rechercher et on va collecter tous les mots, en fait, qui font référence à brosse, la catégorie. On est d'accord, on est bien dans la catégorisation. Vous savez ô combien les activités de catégorisation sont essentielles à mener à l'école maternelle. En grande section, là, on va aborder la polysémie, la synonymie, les antonymes et le domaine de la morphologie. Et je continue à illustrer à travers toujours cette toilette de la poupée, c'est pour montrer l'évolution tout au long du cycle. On va aller jusqu'à coiffe. D'accord? Dans la salle de bain, quand on va faire la toilette de la poupée, on va la coiffer. Donc là, on va partir du mot coiffe et on va rechercher, à partir donc de cette morphologie, coiffe, coiffer,
coiffure, coiffeur, coiffeuse. Alors coiffeuse, très intéressant. Polysémie de coiffeuse. La coiffeuse meuble, la coiffeuse qui coiffe, qui nous coupe les cheveux, qui nous coiffe. Et puis ensuite, on va plus loin. Coiffer, décoiffer, recoiffer. C'est-à-dire que là, vous voyez, on travaille vraiment sur la morphologie. Donc, quand je dis on travaille, eh bien, c'est que l'on programme cet enseignement. Hein. Alors, pour vous aider, vous pouvez prendre appui sur des listes existantes qui sont bien évidemment une base, hein, puisqu'elles sont à enrichir, mais c'est des listes qui sont issues du travail de Philippe Boisseau et que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site Maternelle 78, puisque nous allons mettre à disposition tous ces outils. Alors, la question qui se pose également, c'est quels sont les mots qui sont prioritairement à travailler? Eh bien, tout d'abord, les mots relatifs au quotidien, aux actes du quotidien. Quand je dis aux actes du quotidien, c'est également les émotions. Les émotions font partie du quotidien. Pensons toujours à ces enfants qui n'ont pas bénéficié d'interactions langagières suffisantes dans leur environnement familial pour acquérir ce vocabulaire qui est quand même, je dirais, parce que le vocabulaire premier. Et puis ensuite, eh bien, les mots de la classe. Alors, les mots de la classe, plus la classe va offrir un environnement riche, avec des activités riches, plus les mots de la classe, évidemment, seront riches. Et puis, alors je dirais puis, les relations aux autres. Tous les mots qui travaillent les relations aux autres. Et bien évidemment, après, on peut aller sur des champs lexicaux variés, autres. Mais néanmoins, vous comprendrez que si l'école n'est encore une fois pas pourvoyeuse de certains mots, eh bien, il y a des enfants aujourd'hui qui ne les acquerront pas. Donc, il y a néanmoins quand même des mots, effectivement, qui sont plus aujourd'hui à privilégier encore que d'autres. Alors, je terminerai par dire que, vous savez, parce que c'est pas la première fois que je l'exprime, mais le langage se déploie et se perfectionne dans les différents domaines, qui offrent évidemment naturellement la possibilité de découvrir des champs lexicaux variés, et notamment un vocabulaire spécifique, j'y reviens, hein. C'est en moyenne et grande section qu'il est à développer particulièrement, mais avant tout, en relation avec le vécu et les intérêts des jeunes enfants. Et le programme, évidemment, insiste sur ce point. Et du coup, je vais peut-être faire une incise, puisque ce sont des pratiques que nous voyons à l'école maternelle, qui est un lexique autour d'un thème. Alors, on va dire un champ lexical. Et je vais prendre comme exemple un lexique qui va évoquer la Chine. Vous comprendrez bien là que ce n'est pas le vocabulaire qui est la priorité par rapport à ce que je viens d'exprimer. Si vous mettez en place ce développement de lexique, de ce vocabulaire, il est nécessaire, je dirais presque obligatoire, de ramener ce vocabulaire à un vocabulaire qui est proche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si vous évoquez la pagode, eh bien, vous revenez aux maisons, à l'habitat proche du vécu de l'enfant. C'est-à-dire, encore une fois, parce que les liens, vous l'avez bien compris, entre les mots se font en réseau
Et donc, tout ce qui va être appris à un moment en lien avec un autre thème qui va être beaucoup plus éloigné que celui du vécu quotidien de l'enfant, doit être rapporté à un moment avec celui de l'enfant. Donc, si on parle de baguette, on parle aussi des couverts. Voilà, c'est-à-dire qu'on met en lien, vous voyez, le vocabulaire qui est des différents pays. Maintenant, en termes pédagogiques, 3 grandes familles de situations pour travailler le lexique. Donc là, je reprends en fait les 3 grandes familles qu'a développées Viviane Bouis et qui, bien évidemment, répondent à une démarche d'enseignement que l'on retrouve dans les outils d'EduSchool. D'abord, la première famille, et c'est ce que j'appelle la découverte des mots. Alors, on découvre les mots en fait de 2 façons. Au cours des activités, je l'ai dit, et plus les activités sont riches, plus on a de chance d'en découvrir. Et dans des textes qui sont lus par l'enseignant et écoutés par les enfants. Donc, des mots des activités et les mots des textes. Mais ce n'est pas parce que on utilise ces mots que les élèves vont les acquérir. Pour que l'enfant il ait conscience d'un mot nouveau apparu dans le flux du langage, il faut qu'on l'aide à le repérer. Donc, il faut qu'on l'aide à le comprendre, que ce mot, il désigne quelque chose, et il faut que quelque part, pour qu'il existe en tant que mot, il y ait une trace de ce mot. Et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle collecter, noter, lister. Alors, c'est ce que souvent vous faites avec les imagiers, mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a bien d'autres formes de classement d'arborescence pour relier ces mots que l'imagier. Mais en tout cas, tout d'un coup, là, ce qui est intéressant, c'est que le mot, il existe, c'est-à-dire qu'il a une trace. Donc, les mots sont à sortir du contexte pour exister explicitement et visuellement pour les enfants. Ensuite, la deuxième famille, eh bien, c'est celle qui va consister à manipuler, à réfléchir sur les mots. Donc là, eh bien, il s'agit, donc j'ai l'étape de les relier, de fabriquer des séries de mots, de les associer, de les ranger, de les faire varier également, les faire varier en nombre, d'insérer des mots dans des expressions, donc dans des phrases. Donc un travail qui se mène à l'oral. C'est-à-dire qu'on joue avec les mots. Pour, là aussi, les faire acquérir, je reviens toujours à cette répétition indispensable. Alors, d'autant que, vous le savez, mais la manière dont un mot s'associe avec d'autres, eh bien, cela ne veut pas dire la même chose. Je donne juste un exemple. Je joue avec la guitare et je joue de la guitare, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, vous voyez l'importance d'insérer vraiment le vocabulaire dans des syntaxes et de les employer, ces nouveaux mots, dans des phrases. Troisième grande famille, c'est celle qui consiste à utiliser et réutiliser les mots. Donc cela renvoie à l'idée qu'il y a des moments où l'objectif de la séance que l'on va avoir avec les enfants, eh bien c'est la réutilisation, l'utilisation. Alors ça peut se faire en jouant, en écrivant, en racontant, et bien sûr, évidemment, plus tard, quand ils seront au CP, en lisant explicitement. Mais je vais revenir et vous présenter ensuite des séances qui illustreront un petit peu ces 3 familles de mots. Mais avant,
je poursuis par les outils. Donc, on a vu, les enseignants ont établi la liste des mots qu'ils souhaitent faire acquérir aux enfants. Ils ont choisi la situation de découverte de ces mots. Et nous allons voir maintenant 2 types d'outils nécessaires, d'accord, qui serviront les 2 familles de situations. La deuxième que je rappelle, qui consiste à manipuler, à réfléchir sur les mots et à les utiliser et là les réutiliser. Donc, 2 types d'outils nécessaires. Des outils pour mémoriser, et des outils pour structurer. Les outils constituent la pierre angulaire d'une didactique du vocabulaire qui est bien pensée. Parce que ce sont les traces de l'enseignement, du point de vue de l'enseignant et du point de vue de l'apprentissage pour l'enfant. Donc, on va collecter un certain nombre de mots qu'on va isoler et on va en garder la trace. Donc, ça veut dire qu'on va montrer et on écrit en fait. Alors, on prend des images, des photos, parce que vous allez voir qu'évidemment, les enfants ne sachant pas lire, et pour montrer ce que l'on fait. Mais plus profondément, en fait, la question des outils, je le rappelle, elle est liée à la mémorisation. C'est-à-dire que créer un outil, ça permet de mettre noir sur blanc les mots qui ont été travaillés et qu'il faut retenir. Donc en fait, ils se présentent, ces outils, comme une mémoire externe qui permet de visualiser ce que l'on a appris et que l'on doit garder en mémoire. Et quand je dis une mémoire externe, ça veut dire qu'ils vont être conçus comme, en fait, notre mémoire. Donc, vous allez pouvoir voir les liens. Donc, ce sont des référents et ils aident à la consolidation, donc bien sûr, des acquis. Et encore une fois, vous allez voir, ils permettent vraiment une réactivation des textes. Parce que l'intérêt des traces, c'est bien évidemment de les faire vivre et d'y recourir régulièrement en se rappelant que les occasions de remémoration renforcent la mémorisation. C'est pourquoi dans les 4 familles du programme de l'école maternelle, il y a apprendre en se remémorant. J'insiste, mais ce sont vraiment des occasions de réutilisation qui consolident la mémoire. Car les mots appris, vous le savez, qui semblent acquis à la fin d'une séquence de travail, 6 mois après, s'ils ne sont pas réutilisés, s'il n'y a pas d'usage régulier de ces mots, eh bien, ils sont perdus. Et du coup, je vais vous dire, vous faites beaucoup de choses en vocabulaire, mais la touche manquante, eh bien, c'est souvent cet élément-là. Le facteur de rebrassage et de réutilisation. Mais pour cela, vous avez besoin d'outils. Nous allons maintenant développer les outils pour structurer. Alors, ces outils, ils sont créés non seulement donc pour la mémorisation et l'accroissement du vocabulaire, mais ils sont également structurants. Ils sont structurants car ils aident à comprendre la structure du vocabulaire. Et souvent, la forme qu'ils adoptent, eh bien, elle est porteuse de ce sens. Donc, les outils, vous allez le voir, ils ont des formes différentes selon les notions de la langue. Donc, on va développer l'arborescence, vous allez voir, développer pour l'hyperonymie, les sacs pour la polysémie, les doubles pages pour l'antonyme, etc. Et ces outils, d'emblée, je le dis, ils sont complétés au fur et à mesure des rencontres au cours de l'année. Donc, ce sont des outils évolutifs. Tout d'abord, je reviens à le champ lexical, c'est-à-dire ce qui est travaillé en petite, en moyenne, en grande section. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un thème utilisé à l'école maternelle. Et j'insiste, toutes les classes grammaticales confondues. Donc, il peut y avoir des noms. L'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, d'ailleurs, porte principalement sur des noms, mais on verra comment, finalement, on peut y ajouter des verbes. Parce qu'il peut y avoir des noms, des adjectifs, des verbes, et je vais plus loin, des expressions. Car ça, c'est intéressant. Mais la limite du champ lexical, c'est qu'il n'est pas structurant. Souvent, d'ailleurs, les mots, donc là, je vais vous montrer un exemple de structuration, mais néanmoins, souvent, les mots, d'ailleurs, ils sont mis en vrac sur les outils. Alors, je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est que dans le champ lexical du fruit, qu'est-ce qu'on y mettrait? Bien sûr, il y aurait les fruits. Mais il y aurait également tout ce que l'on peut faire avec les fruits, c'est-à-dire la compote, la confiture, la tarte aux fruits. Mais on aurait aussi j'aime ou je n'aime pas. Parce que le verbe là, aimer, n'a pas le même sens. D'aimer manger une compote qui fait référence à aimer et au goût, goûter, plutôt que aimer une personne. Donc, vous voyez, avec bien évidemment des adjectifs qui seraient acidulé, cru, cuit, enfin, après des verbes, hein, cuire. On peut également structurer le champ lexical avec des bandelettes qui quand même opèrent chacun des classements. Et je vais vous en montrer un. Et là, vous voyez que ce sont évidemment pas des mots, puisque les enfants ne lisent pas. Donc, il faut réussir à illustrer les mots par des photos. Et là également, vous voyez que ce ne sont pas des représentations, d'accord? C'est-à-dire ce ne sont pas des dessins, ce sont la réalité. Vous savez qu'il est important que les enfants, puisque l'école étant pourvoyeuse de mots, elle soit aussi pourvoyeuse d'abord de la réalité avant de montrer des représentations de cette réalité, qui est évidemment tout à fait intéressante, mais dans un deuxième temps. Donc là, vous l'avez compris, c'est le champ lexical de la forêt, qui est d'ailleurs souvent très vaste. Donc la représentation ici proposée, ce sont des bandelettes. Alors ces bandelettes, là je les ai mis posées horizontalement, elles peuvent être évidemment verticalement. Avec donc la faune, voilà, c'est-à-dire donc là on a le lapin, on a le cerf, on a le sanglier dans son contexte, hein, voilà. Ensuite on a la flore, donc on a les châtaignes, on a un chêne et là on a de la mousse. Et puis on a les personnes que l'on peut rencontrer dans la forêt, d'accord? Donc, ou que l'on voit. Donc, le promeneur, le bûcheron, il pourrait y avoir garde forestier, enfin, etc. D'accord? Et autres. Alors, on pourrait illustrer aussi les verbes, c'est-à-dire se promener dans la forêt, couper du bois, enfin, etc. D'accord? Avec des photos, donc on pourrait différencier. Là, on voit le bûcheron qui n'est pas en action et il serait important à ce moment-là pour montrer la différence de le voir en action. Et là, on serait sur une action du bûcheron, le verbe. Si on le voit scier, si on le voit couper du bois, enfin, couper un arbre, etc. Maintenant, la catégorisation. Alors, la catégorisation, elle est plus structurante. Parce que là, nous ne sommes pas seulement dans une relation de sens, mais nous sommes dans une relation hiérarchique. Et c'est ce que l'on appelle dans notre langue l'hyperonymie. C'est quoi? C'est la pomme et la banane, ce sont des fruits. Les pantalons et les manteaux, ce sont des vêtements.
la boulangerie et la pharmacie sont des boutiques. Donc, cela va permettre d'ordonner le monde sous un terme générique. Donc, la catégorisation est très structurante. C'est pour cela, encore une fois, que nous la développons, en fait, beaucoup à l'école maternelle. Et je vais donc utiliser une arborescence pour montrer, en fait, cet emboîtement. C'est une arborescence, je vous l'ai dit, pour montrer l'emboîtement. Il y a un véhicule tout en haut. Sur la ligne du dessous, on voit trois mots. Alors là, parce que, alors on pourrait éventuellement mettre des images, mais il faut être capable de, comme on est sur déjà, vous voyez, des catégories et des sous-catégories, ça devient plus complexe là, parce que, et ensuite, eh bien, on voit donc vélo, on voit voiture, on voit camion. Mais dans les vélos, encore une fois, il y a une sous-catégorie. On a, j'ai pris 2 exemples, mais on a le vélo tout-terrain, c'est-à-dire le VTT, que j'ai illustré encore avec 2 sous-catégories, parce qu'il y a aujourd'hui le VTT, mais il y a le VTT électrique maintenant. Donc il y a donc une arborescence pour montrer l'emboîtement, il y a le mot donc véhicule tout en haut. Ensuite, on a vélo, je vous disais. Nous avons dans vélo, eh bien, des VTT, mais dans les VTT, il y a évidemment aujourd'hui des vélos tout-terrain, mais des vélos tout-terrain électriques. En vélo, eh bien, aussi bicyclette. C'est pas le même vélo. Vélo, c'est un diminutif de vélocipède. Vélocipède, qu'est-ce que c'est? C'est un engin à 2 roues et pédales. Donc, vous voyez aussi, les mots doivent être explicites et précis. Ensuite, nous avons voiture. J'ai pris 2 exemples. La voiture, la berline, d'accord, qui est représentée avec, voilà, deux voitures de couleurs différentes, parce que, pour montrer qu'on est sur des exemples différents. Et puis, bien sûr, la voiture de course, différente également. Ensuite, des camions, voilà, il y en a plein, mais là également, des camions à benne et des camions à échelle. Donc, vous voyez comment la collecte ensuite, évidemment, de ces mots qui sont représentés par des photos et qui sont structurés dans un affichage, va permettre à un moment, à un enfant, eh bien, lorsque on va, et je vais prendre l'exemple tout simplement qui est d'un mot qui n'est pas connu, par exemple, le kiwi. Donc, je prends un exemple, pas dans le véhicule, mais dans les fruits. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le jour où l'enfant demande ce qu'est un kiwi, lui dire qu'un kiwi, c'est un fruit, d'emblée, un kiwi, c'est un fruit, c'est très productif, parce que le kiwi va s'inscrire dans une catégorie qui est déjà connue pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il va profiter de tout ce qu'il sait déjà sur les fruits. Et l'enseignant, à ce moment-là, n'aura plus qu'à ajouter un élément essentiel qui va être, même pas, je veux dire, l'enfant devra ajouter des éléments qui sont spécifiques au kiwi, d'accord? Mais l'élément essentiel, eh bien, il lui a déjà été délivré d'emblée et ça permet à l'enfant de mettre en relation avec du connu. Et ça, c'est très important. Je vais prendre un autre exemple pour les animaux. Une arborescence qui pourrait être construite, ça pourrait être à partir des animaux que les enfants ont dans leur famille. Donc, on aurait là l'animal qui est l'hyperonymie. Donc, d'accord, il est donc tout en haut. Puis, il va y avoir le chat, on est d'accord, l'animal, les animaux qu'ils ont dans leur famille. On va avoir le chien, on va avoir le lapin, etc. La ligne d'au-dessous du chien, on va avoir plusieurs races de chiens. Donc là, ils peuvent apporter leurs photos. Et en dessous, il y aura le nom d'un, par exemple, si on a caniche, on aura le nom du caniche qui va être celui, évidemment, de l'enfant. Vous voyez, et on descend, en fait, comme cela, en fait, en entonnoir.
Alors, ces arborescences qui sont simples, eh bien, elles montrent déjà aux enfants que la langue est faite avec des emboîtements et des sous-emboîtements, et comment on peut le figurer, comment on peut le représenter. Alors, la différence entre l'hyperonymie et le champ lexical, c'est-à-dire si vous voulez être sûr d'avoir une hyperonymie, c'est-à-dire il y a quelque chose en fait qui marche à tous les coups, c'est la construction attributive. C'est-à-dire que si vous pouvez dire une poire est un fruit, un vélo est un véhicule, et même si l'hyperonymie est moins précis, il peut toujours remplacer un mot de la catégorie. Si vous êtes uniquement dans le champ lexical, cela ne marche pas. On ne peut pas dire, par exemple, qu'un arbre est une forêt. Alors qu'on va pouvoir dire qu'une bicyclette est un véhicule. Je vais vous donner encore un autre exemple, mais c'est pour que vous puissiez en avoir quelques-uns dans votre tête et que vous puissiez ensuite y faire des associations. Vous avez une enseignante qui a demandé aux enfants d'apporter toutes sortes de lampes. Elle en a même apporté d'ailleurs de chez elle. Donc là, le terme générique, la lampe. Et elle demande ensuite de classer les lampes apportées qui ont été prises en photo. Et là, on va avoir également des sous-catégories. Mais on en aura moins, on est d'accord. On en aura moins. On va avoir les lampes de poche, les lampes de bureau, les lampes frontales, les lampes de chevet. Mais peu importe, même si on en a moins que dans véhicule, ça montre en fait aux enfants qu'il y a quand même des catégories et des sous-catégories. Donc toutes les occasions en fait de la vie de la classe dans les différents domaines sont à saisir pour en fait montrer que notre langue est constituée en fait de ces catégories. On vient maintenant, on est en grande section, la polysémie. Alors notre langue est une langue polysémique, c'est-à-dire qu'à chaque mot, il y a plusieurs sens, on l'a vu tout à l'heure, et même dans son emploi. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté que nous avons à l'école maternelle. Donc c'est pas seulement d'apprendre un mot qui ait du sens, mais de faire apprendre très rapidement qu'en fait, un mot peut être affecté à plusieurs sens. Bon, un exemple, quand l'enfant va dire l'avion décolle et que je décolle une gommette, vous voyez, c'est exactement le même verbe, mais c'est pas du tout le même sens. Nous sommes également, évidemment, là sur le sens propre et puis nous avons aussi sur le sens figure. Alors, quand on parle, par exemple, des ailes de l'oiseau ou des ailes du moulin, en fait, il y a eu un glissement de sens au cours, évidemment, de l'histoire et qui mérite d'être expliqué. Car parfois, en fait, les enfants ne comprennent pas un texte qui est lu parce que, en fait, ce n'est pas le sens, on va dire le sens 1 qui est utilisé, mais le sens 2 ou le sens 3. Alors, un exemple de situation concernant la polysémie. En grande section, on est parti d'un mot qui est très très simple, qui est le mot feuille. Mot feuille qu'ils connaissent bien. Donc les enfants ont été ramasser des feuilles dans la cour, ça peut être très, très simple. Et l'enseignante, elle met toutes les feuilles sur une table. Et au moment, juste avant d'aller se regrouper, elle leur demande d'aller chercher une feuille. Et même si vous avez des feuilles qui ont été ramassées dans un tas, dans la classe, ils vont aller chercher une feuille de papier. Alors pourquoi ? Parce que, on le sait, c'est bien évidemment le mot feuille qui est évidemment dans un contexte qui est celui de la classe, qui est celui qui, pour les enfants, est évidemment le plus attendu. Et l'enseignante, elle apporte là les feuilles qui ont été ramassées devant.
Donc là déjà, à partir d'un mot, on a déjà 2 catégories d'objets qui ont été convoqués. Mais dans la polysémie, on voit toujours le mot qui a été le premier. Et le premier, ça a été la feuille d'arbre. Et on fait réfléchir les enfants sur comment on est passé de l'un à l'autre, hein, historiquement. C'est-à-dire ça. Et comment faisons-nous? Eh bien, on recherche le point commun ou les points communs. Alors, en fait, les enfants, eh bien, ils vont toucher les 2 feuilles, puisqu'on sait comment l'enfant, évidemment, acquiert la connaissance des choses, des objets, notamment par le toucher. Et en fait, c'est ici l'extrême finesse, en fait, qui est le point commun. Pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de la feuille d'or aussi. Et on apporte un outil. Je reviens à l'outil, puisqu'on est bien sur l'outil pour structurer. Je rappelle là où nous en sommes, voilà, dans l'intervention. Eh bien, un sac représenté. Et on écrit, ou on met une photo dans le mot, on écrit, pardon, dessus le mot feuille, et on colle la feuille d'arbre et la feuille de papier. Et cet outil est la forme qui a été choisie et qui, cette forme choisie, va représenter la polysémie. Donc vous voyez pourquoi il faut toujours, en fait, avec les enfants d'école maternelle, apporter des représentations, en fait, qui finalement illustrent, en fait, comment est structurée notre langue. Donc, dans mon sac, eh bien, j'ai 2 objets qui se nomment feuilles. C'est donc vraiment un moyen de matérialiser la polysémie. Alors, bien sûr, en fonction des rencontres, des situations, eh bien, on va faire peut-être 3, 4 sacs dans l'année. Peut-être pas plus. Mais ce sera déjà une approche pour ensuite installer et mieux encore, évidemment, à l'école élémentaire, cette question de la polysémie. Et puis, on peut aller plus loin avec les grandes sections. C'est-à-dire qu'on peut demander de réaliser une dictée à l'adulte. Et ce sont évidemment les enfants qui vont produire le petit texte. C'est-à-dire, j'en ai mis 2, j'ai mis des feuilles d'arbre, j'ai mis des feuilles de papier dans mon sac. Et ça, c'est la phrase qui est très simple, qui est liée évidemment à cet outil. Mais après, on peut aller sur des dictées à l'adulte qui vont permettre le réemploi, encore une fois, dans des contextes variés, de ces mots polysémiques. Autre exemple qui a été réalisé également dans une classe, c'est le mot sirène. Puisque la sirène, qui est municipale, et puis la sirène. Et là aussi, on cherche comment on est passé de l'un à l'autre. Et en fait, c'est le chant qui signale. Donc, vous voyez, ce qui est important, et là j'aborde aussi on va presque à un moment, on parle des mots, on raconte l'histoire des mots. Voilà, on raconte l'histoire des mots. On passe, là c'est raconter l'histoire des mots. Et les enfants adorent en fait les histoires des mots. Un autre exemple, et là c'était dans une classe où ça a été, cet exemple est venu, était spontané, c'est les enfants faisaient de la pâtisserie et l'enseignante dit que l'on va faire des chaussons. Et il y a un enfant qui a dit, eh ben on va faire un sac. On va faire un sac. Et oui, parce que le chausson, il a tout compris en fait. Puisque le chausson, historiquement, c'était pour recouvrir en fait les chaussures il y a très longtemps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui recouvre. Vous voyez, donc en fait, chausson, donc le chausson bien sûr qu'il associait à la pantoufle, hein, et puis le chausson aux pommes, enfin, vous voyez. Alors, on peut ensuite, pour les utiliser, faire un jeu de mémoire, pour se remémorer, pour réactiver un seul signifiant, puis 2, puis 3, le sens 1, le sens 2. Donc,
Et là encore, s'il y a une bonne liaison avec le cours préparatoire, eh bien, ces outils, ils peuvent être transmis pour le début du CP. Parce que la démarche, finalement, d'enseignement du vocabulaire en grande section, eh bien, en fait, c'est quasiment similaire à celle de CP, excepté qu'en CP, on peut écrire. Voilà, on peut passer à l'écrit plus facilement que, évidemment, à la maternelle, où on reste sur la dictée à la vie. Et puis, l'antinomie. Alors, l'antinomie, en fait, est très important à l'école maternelle. On le définit souvent parce qu'on définit souvent par opposition. Et là, donc, c'est une présentation en double page. Eh bien, voilà, d'une recherche. Donc là, c'est énorme. Voilà, minuscule. Donc, vous voyez, représenté par tout simplement, là, un dessin. Ça peut être petit, grand, enfin. L'antinomie étant, on le sait, bien développé. Donc, c'est un mot qui possède un sens contraire à celui d'un autre. Et puis, la morphologie. Un enfant ne peut pas parler s'il ne dérive pas. Parce que 80% des mots que nous employons sont dérivés. C'est considérable, ce qui signifie quelque chose d'important, c'est qu'à partir d'un nombre restreint de radicaux, une fois que les enfants, ils ont compris les préfixes et les suffixes, eh bien, ils arrivent à comprendre comment ça marche. Et vous savez d'ailleurs que les enfants, quand ils développent leur langage, ils font un tas de dérivations improbables qui sont tout à fait charmantes parfois, mais qui montrent en tout cas quelque chose d'important, c'est qu'ils ont compris la langue. Parce qu'un enfant qui dit « je vais remplir » et ensuite qui dit « je vais déremplir », eh bien, en fait, il a compris comment fonctionne le système de la langue. L'enfant qui dit on a tout démoli, il va falloir le remolir, c'est pareil. Voilà. Hein? Alors, parce que c'est pour refaire. Donc, l'enfant, finalement, comprend la dérivation dans la langue on va dire, très tôt. Alors, les maisons de famille de mots se constituent, puisque finalement, c'est en langage qu'on utilise à l'école, c'est celui-là, c'est les mots de famille, les mots de la même famille. Ils se constituent à l'oral, ils se constituent exclusivement d'ailleurs à l'oral, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire percevoir aux enfants les parties communes à ces mots. Donc je reprends l'exemple qui est affiché, c'est roule, roulette, roulade, déroulé, enroulé, rouleau, roulement, rouler. Et l'enfant, bien évidemment, là, va devoir identifier quelle est la partie commune à ces mots. Encore une fois, vous voyez, illustrer. Illustrer avec des images, là, des photos, puisque l'objectif, c'est pas dans un premier temps d'avoir tout en mémoire, puisque ces mots, il les découvre. Donc, l'appui des représentations est important. Alors ça, c'est une première approche de la dérivation flexionnelle. Hein? Donc, encore une fois, uniquement en grande section à l'oral. Donc, l'enseignant, eh bien, il va expliquer la construction des mots. Et c'est la comparaison, en fait, avec d'autres fiches morphologiques, puisque là, on est bien sur la réalisation d'une fiche morphologique, qui va permettre ensuite également de dégager à l'oral certains phonèmes dérivationnels. Alors, vous retrouverez également sur le site maternel des aides pour vous, enseignants, pour que vous puissiez, vous, être clair avec, évidemment, ces morphèmes dérivationnels. Alors, ceux que l'on connaît bien à l'école maternelle, c'est, par exemple, le « et ». Le « et » veut dire petit, fourche,
fourchette. Eh bien, je ne suis pas sûre que les enfants, ils aient conscience finalement, que le « être » dans fourchette, c'est pour indiquer que c'est une petite fourche. Le O, E-A-U. Bon, O pour nous, E-A-U, hein, je fais référence, mais c'est le O. Le O, c'est le petit 2. Vous voyez, quand on commence à éléphanto, c'est le petit de l'éléphant. Le lionceau, c'est le petit du lion. Etc., etc. On peut en développer évidemment d'autres. On, pareil, on, petit 2. Alors, vous allez me dire, ça ne marche pas à tous les coups. On est d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est quand ce sont vraiment des morphèmes flexionnels. D'où l'importance de donner et d'identifier, en fait, comme on l'a fait là, la partie commune. Dans l'exemple qui est cité ici, il y a aussi les faux amis. Les faux amis, c'est la roux, c'est-à-dire la couleur roux, parce qu'on a des faux amis aussi. Je terminerai cette partie par des outils pour mémoriser et se remémorer. Donc on est bien là sur la dernière famille de situations qui sont les jeux à l'école maternelle, on l'a évoqué, constituent des outils à part entière. Donc des jeux qui sont créés par l'enseignant et qui attend très clairement de leur usage un effet, c'est-à-dire un effet qui est bien identifié et un usage précis. Alors, l'enseignant, pourquoi ces jeux de Kim, ces jeux de loto, de mémoire, de famille? Eh bien d'abord parce que l'enseignant s'appuie sur la motivation et le plaisir intrinsèque de cette activité, qui est le jeu, en fait, le jeu à règles, pour faire aux enfants retrouver les termes et automatiser la récupération. C'est-à-dire que ces jeux permettent de se remémorer et de mémoriser parce qu'ils suscitent de nombreuses répétitions. Donc, les outils, vous voyez, ne sont pas l'aboutissement, en fait, d'une séquence évolutive, mais ils sont évolutifs eux-mêmes et ils sont, encore une fois, même les jeux, complétés au fur et à mesure des rencontres au cours de l'année, ce qui va permettre à la fois d'acquérir de nouveaux mots, mais de réactiver les mots acquis précédemment. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'un jeu, mais par exemple, le jeu de loto sur les outils du jardinier, il peut tout à fait s'enrichir au fil de l'année, si au fur et à mesure des séances de jardinage dans l'école. Donc, on y revient régulièrement pour savoir ce dont on se souvient. Donc, ça aussi, c'est-à-dire c'est une activité préparée. On va aller regarder, on va revenir pour savoir ce dont on se souvient et on les enrichit. Ensuite, les jeux de rôle. Alors, j'ai dit première famille de situations et là, pour expliciter un peu les jeux de rôle, puisque vous les connaissez, je vais reprendre cette fois je vais prendre l'exemple du jardinage. D'abord, première famille de situations, la découverte des mots. Donc l'enseignante fait des activités de jardinage. Elle apporte le vocabulaire en situation. Situation qui a été listée évidemment précédemment au moment de la préparation. Avec à la fois des noms, on l'a dit, des verbes, des adjectifs. Vous prenez des photos de ce champ lexical néanmoins limité. Et le champ lexical limité, ce sont les outils du jardinier. On est d'accord? C'est-à-dire qu'il faut à la fois développer le vocabulaire, mais à la fois faire une proposition qui est évidemment possible pour des enfants de votre classe. Et on va prendre des photos, c'est l'exemple que je vais vous montrer. Voilà, on va prendre des photos des outils du jardinier
Et là, il va aider l'enfant à repérer les mots appris en constituant des traces, puisque je vous le dis, il faut isoler ces mots. Donc, arrosoir, arroser, râteau, ratisser, etc. Pelle, creuser, vaporisateur, vaporiser. Bon, après, on peut, en fonction de l'utilisation, évidemment, des outils du jardinier, le jeu peut être plus ou moins grand. Deuxième grande famille, c'est manipuler et réfléchir sur les mots, c'est-à-dire que là, il va s'agir de relier les mots entre eux, matérialisés par une trace, et là, l'enseignante peut réaliser un imagier constitué de fiches mobiles avec il y a une binette pour biner, une pelle pour creuser, un arrosoir pour arroser, un sécateur pour tailler, etc. On peut en faire un jeu de paires. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est à la fois dans le verbe, c'est-à-dire qu'on est dans l'outil et on est dans l'action. Donc, les objectifs langagiers sont extrêmement clairs, mais le champ lexical, lorsque notamment le champ lexical est relativement restreint. Et puis la troisième grande famille, qui consiste à utiliser et réutiliser les mots, eh bien là, l'enseignante vous proposait un jeu de rôle, où là, l'enfant, il va venir jouer au petit jardinier qui va dans un magasin acheter des outils en utilisant les phrases du type « Je veux une binette pour biner, un arrosoir pour arroser ». Donc, c'est toutes ces situations de jeu et qui est vraiment des jeux, des situations spécifiques à ce que on souhaite aujourd'hui à l'école maternelle, hein, c'est-à-dire le réemploi à l'oral dans des situations qui sont ludiques pour permettre aux enfants d'enrichir leur lexique. Mais tout cela, vous l'avez bien compris, évidemment, demande d'être programmé, pensé, préparé. Je vais un autre exemple juste pour illustrer comment on peut collecter aussi et garder en mémoire, on va dire, tous ces outils, parce qu'il faut pouvoir évidemment y recourir. Selon évidemment la richesse des situations, ben, il peut y avoir au bout d'un certain temps un certain nombre évidemment d'affichages. Ils peuvent être, vous voyez, présentés de cette manière, c'est-à-dire sur important, et puis on y recourt, on va le chercher, on le prend, on l'enrichit. Voilà. Donc là, cela c'est uniquement de la collecte de mots, et ils n'ont pas encore été structurés. D'accord? Donc ça aussi, hein, c'est-à-dire que la collecte de mots peut être aussi une entrée, et ensuite on structure. Et je vais terminer peut-être par deux exemples, voilà, de séquences, on va dire, et notamment pour illustrer et peut-être, on va dire illustrer l'acquisition plus difficile des mots abstraits. Et la deuxième séquence que je proposerai, c'est pour bien montrer l'importance de l'articulation, même si j'espère en tout cas vous l'avoir déjà montré un peu, mais l'articulation entre les noms et les verbes, c'est-à-dire comment le développement du vocabulaire s'inscrit dans le développement finalement également de la syntaxe. Alors, une séquence sur les mots abstraits. Un livre photographique qui s'appelle « Quelle émotion ? Comment dire tout ce que j'ai dans le cœur ?» de Cécile Gabriel, paru à Mila Éditions. Quand je n'en crois pas mes yeux, je suis surpris. Quand j'ai la tête dans les nuages, je suis rêveur. Quand je suis trop bien avec lui, je suis amoureuse.
quand je n'ose pas. Je suis timide. Alors comment finalement travailler à partir, c'est ce que je vous disais, soit on réceptionne les mots et on acquiert le vocabulaire à partir d'activités de la classe, ou bien à partir, je disais, de textes lus par l'enseignant. Donc jusque-là, tous les exemples que j'ai pris ont été pris à partir des activités de la classe, et maintenant, je vais donc développer 2 situations à partir des textes lus. Alors, voilà comment peut se mener cette séquence, c'est-à-dire on peut d'abord lire aux enfants les 4 doubles pages, les 4 premières doubles pages, un petit peu comme vous venez de le voir, et bien pour comprendre l'organisation en fait de l'album. Ensuite, en séance 2, eh bien, on montre les doubles pages. Et à partir de la petite fenêtre, en fait, eh bien, on discute sur ce qu'il va y avoir, évidemment, derrière. Et là, on laisse, du coup, deviner, évidemment, finalement, la fin de la phrase. Et ce qu'il y a derrière la photo. Et on donne, évidemment, ensuite, eh bien, le véritable texte aux enfants. Et puis, en séance 3, on reprend du coup les 8 premières pages et on demande de les contextualiser. Alors, notamment, si tu es un rêveur, quand tu fais l'intéressant, vous avez vu, quand tu es jaloux, quand tu es courageuse, et là, les enfants doivent répondre quelque chose en fait de personnel. Et on modifie la phrase au masculin et au féminin, puisque dans la classe, il y a à la fois des filles et des garçons. Donc forcément que la phrase, elle va être transformée au masculin et au féminin. Et en plus, on donne un exemple qui est en rapport direct avec leur propre expérience. Alors, en quoi c'est important de procéder de cette manière? C'est qu'à ce moment-là, quand on joue, vous savez, sur le vécu, sur l'affectif, puisque là, on est bien sur quelque chose de cet ordre-là, eh bien, la mémorisation, en fait, se fait mieux. Et puis, ensuite, on revient. Donc, vous voyez, c'est très spiralaire. Vous voyez pourquoi c'est spiralaire, C'est spiralaire parce que ça permet de répéter. D'accord? Et on fait les 16 premières, je vous dis qu'il y en a 25, Et on demande toujours de décontextualiser. Et on insiste évidemment, plus encore, sur les termes qui sont les moins connus et toujours en les mettant en relation. C'est-à-dire, et notamment sur je suis généreux, je suis généreuse. Quand je partage ce que j'ai, je suis généreux, je suis généreuse. Donc on voit bien qu'à travers cet exemple, il y a des termes qui sont plus ou moins connus. Il y a ensuite la création d'un outil, puisqu'on était là pour chaque enfant, et qui reprend les verbatims, les 25 verbatims. Alors évidemment, on peut faire, encore une fois, on peut faire un dessin, on peut évidemment prendre une photo, et on donne très clairement une contextualisation qui peut être prise sous la dictée à l'adulte, ou bien tout simplement mémorisée par les enfants. Alors, ça donne quoi dans une classe, Dans une classe, ça donne, pour faire mon intéressante, je fais des figures de hip-hop pour qu'on me regarde, quand je suis amoureuse, je fais des bisous. Bon, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Mais ça permet, vous voyez, à la fois d'associer un nouveau mot abstrait avec du coup une représentation, avec un élément lié au vécu de l'enfant qui va lui permettre, grâce à cette association, eh bien, de mieux le mémoriser. On peut jouer également, si on va plus loin ensuite, sur les personnages des histoires. Bien sûr, alors avec les histoires qui ont été lues, pareil, c'est-à-dire
Quand le loup veut manger les petits cochons, on peut dire qu'il est méchant. Quand Boucle d'Or entre dans la maison des trois petits garçons, on peut dire qu'elle est curieuse. C'est-à-dire, vous voyez toujours, je reviens sur ces relations, en fait, qui sont à faire pour, et plus encore, je dirais, déjà faire, c'est plus aisé de les faire avec des mots concrets, mais lorsqu'on passe sur des mots abstraits, eh bien, en fait, ce sont vraiment le vécu et les histoires qui nous permettent de le faire. Et là, je reviens, parce que vous avez bien compris qu'on parle des émotions, vous avez compris qu'on parle aussi des ressentis, et des sentiments, pardon. Je différencie émotion et sentiment. Hein. L'émotion, elle est temporaire. L'émotion, elle est temporaire et elle est ressentie dans le corps. La peur est une émotion. L'amour est un sentiment. D'accord? C'est-à-dire la jalousie est un sentiment. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut durer, en fait. Donc là aussi, on peut un peu l'expliquer aux enfants. Et notamment, je voulais vous montrer cet album, puisqu'il est très utilisé aussi à l'école maternelle. Mais clairement, ce n'est pas avec ces images-là que l'on peut apprendre ce qu'est la jalousie et la fierté. D'accord? Donc, ça veut dire que cet album, il est fait pour être utilisé après. C'est-à-dire pour réviser, pour reprendre, pour dire finalement, mais quelle représentation nous aurions d'un poisson qui serait timide. Mais vous voyez bien, c'est bien après. C'est pas le premier ouvrage parce qu'il ne va pas permettre, voilà, d'acquérir vraiment à la fois le sens et la mémorisation. Vous avez bien compris comment s'acquiert la mémorisation et le sens des mots. Et puis, l'outil qui est réalisé, eh bien, on peut y revenir. C'est-à-dire qu'on va y revenir, c'est-à-dire que cet outil qu'on a construit, par exemple, en début d'année de grande section, eh bien, on peut le solliciter tout au long de l'année dans les albums. Puisque dans les albums, il y a une très très grande richesse lexicale, pour autant, une fois encore, que on l'identifie, qu'on ressorte les mots et qu'on mène une séquence, évidemment, aussi en fonction de cela. Et je pense à un ouvrage aussi qui est souvent lu en grande section, qui sont les histoires de Geoffroy de Pénard. Et je pense au loup sentimental, par exemple. Vous voyez qu'on peut mettre vraiment en lien ce loup sentimental. Il est attendri, il est troublé, il est ému, bouleversé. Donc vous voyez là comment la synonymie, en fait, là, très jolie, qui produit quand même un effet pour donner, et qui permet de donner les bons synonymes les plus fréquents. Et là, la littérature, elle nous aide, en fait, pour cela. On peut en plus continuer, c'est-à-dire qu'on peut en ajouter. Il est touché, il est frappé, il est remué. Vous voyez, encore une fois, on apprend un mot, on en apprend 10 en fait, en travaillant de cette manière, c'est-à-dire à partir d'une construction semblable. Et puis, au-delà, eh bien, ça permet d'expliquer finalement la caractéristique de ce loup sentimental. Voilà, c'est-à-dire le sens de ce loup sentimental, qui est évidemment le loup qui est plus sensible que le loup, on va dire, qui est le loup prototypique. Voilà sur déjà une première séquence concernant les mots abstraits. Deuxième séquence, et je terminerai par là, vous le connaissez peut-être également, bien connu, le voyage de l'escargot de Ron Brown. Donc je reviens avec mon activité en lien là aussi avec cette activité de jardinage, mais vous allez voir qu'on n'est pas du tout en fait dans ce lexique. Donc vous voyez, c'est pas parce que l'environnement est celui du jardin que finalement on va être avec un lexique lié au jardinage, du tout. Alors, je vous le dis, je dis juste le début, c'est pour que vous puissiez lire le début pour que vous puissiez, ensuite comprendre la proposition.
Bavoul, l'escargot, commença son voyage par un matin lumineux et ensoleillé. Il gravit un coteau très escarpé, traversa un tunnel vraiment lugubre, s'enfonça dans la forêt très silencieuse, franchit un pont vertigineux, etc. Alors là, l'intérêt, c'est de travailler sur des verbes et des adjectifs. Je vous disais, c'est-à-dire que le développement du vocabulaire que nous devons conduire, ce n'est pas seulement l'acquisition de mots, de noms, mais également des verbes, des adjectifs, des mots grammaticaux. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, de faire une maquette. Alors avec, du coup, les outils du jardinier, une petite pelle, un petit râteau, etc. Puisqu'en fait, quand on regarde l'album, c'est un tout petit territoire, évidemment, qui pourtant laisse à penser dans le texte que cet escargot a fait un voyage extraordinaire. Et c'est grâce à la maquette que les enfants vont pouvoir reprendre le texte en jouant l'histoire. Donc oui, on isole les mots, mais là c'est la situation de la maquette qui va permettre de réactiver et de se remémorer et de mémoriser les mots, encore une fois, utilisés dans le cadre d'une syntaxe.